Bonjour, j'espère que vous vous portez tous très bien, ainsi que vos différentes familles. Et toujours dans la tristesse, je présente mes condoléances à toutes les familles des personnes décédées. On apprend toujours des nouvelles de nouvelles personnes décédées du Covid. Hier, j'ai fait une vidéo où j'étais vraiment très coléreuse. C'est vrai parce que la situation est grave. Et ce que je vais vous dire, si je vous parle, c'est parce que mon organisation est porteuse de l'Observatoire communautaire sur l'accès aux services de santé. Que quand nous sommes devenus porteurs du projet, on a suggéré à ce que ça soit l'Observatoire citoyen sur l'accès aux services de santé. L'Observatoire, c'est quoi? C'est un dispositif de veille citoyenne qui collecte les dysfonctionnements au niveau des services de santé, les difficultés des citoyens à accéder aux services de santé pour produire chaque trimestre un rapport. Le rapport que nous produisons là, il est validé par le ministère de la Santé, par tous les partenaires, l'OMS, l'ONU-SIDA, Plan International qui est le récipiendaire des subventions du Fonds mondial, Médecins sans frontières, CRS qui est le récipiendaire pour le paludisme. Tous les partenaires au développement, plus des organisations nationales qui nous accompagnent. C'est un dispositif qui rassemble plus de 50 organisations. Nous couvrons 54 sites sur l'étendue du territoire national. Donc, quand je dis qu'il y a un problème, il y a un problème de santé dans un coin de la Guinée, je suis fondée de le dire parce qu'il y a un dispositif qui veille à cela. C'est l'opportunité pour nous-mêmes de vous faire savoir qu'il y a un observatoire de santé sur l'accès aux soins. L'objectif de l'observatoire, c'est quoi? C'est de remonter les dysfonctionnements au niveau des services sanitaires. Faire savoir ces dysfonctionnements aux autorités pour que, en même temps, nous proposons des mesures de réforme allant dans le sens de l'amélioration pour construire un système de santé résilient. Et dans cette mission, on s'est dit qu'il faut avoir des alliés sûrs. On a répertorié 14 médecins, 14 sommités médicales de la Guinée que nous avons appelés les champions en plaidoyer. Leur doyen, c'est le professeur Amara Sissé, à qui d'ailleurs je souhaite prompt rétablissement. Ensuite, vous avez le professeur Nabi Daouda Kamara, paix à son âme, qui était avec nous donc dans ce groupe de plaidoyer. Vous avez Dr Maïmouna Sangaré, qui est ancien ministre de la Santé. Vous avez Dr Mariama Beavogi, qui est ancien ministre de la Santé. Vous avez professeur Pate Diallo, qui est ancien ministre de la Santé et ancien fonctionnaire de l'OMS. Vous avez Dr Souleymane Diallo, qui est actuellement à RDC en mission, mais il a été pendant longtemps représentant de l'UNICEF dans beaucoup de pays, notamment le Bénin, l'Iran, la Centrafrique. Vous avez professeur Hassan Ba, qui est le président de l'Ordre des médecins. Vous avez Dr Hawa Diakité, qui est la présidente de l'Ordre des pharmaciens, le conseil de l'Ordre des pharmaciens. Vous avez Maître Mohamed Traoré, qui est le président de l'Ordre du bâtonnier à l'époque. Toutes ces personnalités sont, et tant d'autres. Vous avez le professeur Nabi Baldé, qui est professeur en endocrinologie, qui est le chef de service de diabétologie à Donka. Vous avez le professeur Mohamed Sissé, qui est le chef de service infectieux et de prise en charge au niveau de l'hôpital Donka, et qui est spécialiste de dermatologie et qui est chargé de la prise en charge du VIH au niveau de Donka. Donc, comprenez que lorsque je vous parle de santé et des problèmes liés à l'accès aux services de santé, c'est partant d'un constat. Ça fait 18 mois que nous gérons le dispositif d'observation citoyenne, d'alerte précoce sur les dysfonctionnements au niveau du service de santé. Alors, nous remontons des informations, par exemple, les ruptures des ARV, les ruptures des antipalus, les ruptures des médicaments contre la tuberculose, comme c'est le cas actuellement. Il n'y a pas un seul médicament d'antituberculeux au niveau des services de santé parce que les commandes ne sont pas venues au moment où ça devait être. Jusqu'à maintenant, c'est fermé. Et plus loin, on a été voir pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire. Nous avons reçu
une réponse ferme du Fonds mondial pour dire que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour qu'on dépêche un cargo de Ethiopian Airlines pour déposer ici les médicaments, afin que les malades de la tuberculose puissent bénéficier des soins, parce que s'ils arrêtent le traitement, ils vont développer des résistances. Et quand les résistances seront installées, même lorsqu'ils vont avoir les médicaments, ça ne servira plus à rien du tout. Donc, dans la gestion de la crise actuelle, il y a beaucoup de volets. Il y a un volet prise en charge. Il y a un volet hygiène et assainissement de l'hôpital. Il y a un volet restauration. Il y a un volet prise en charge psychosociale des malades. Comment voulez-vous qu'une seule organisation, sans appel d'offres, il n'y a pas eu d'appel d'offres, dont le cahier de charge n'est même pas connu, on prend ça de gré à gré, on donne à Alima, qui est une organisation française qui était là, qui a prospéré pendant le truc. La vidéo d'hier a tellement eu d'effet que c'est quelqu'un d'Alima même qui a essayé de comprendre ce qui se passait. Figurez-vous que ce matin, le directeur général de Alima a parlé sur RFI pour se redorer le blason. C'est pas normal qu'une seule organisation, l'hygiène de l'hôpital, l'assainissement, l'hôpital est sale, les draps ne sont pas lavés pour les malades, une seule organisation qui est chargée de nourrir les gens, n'est pas possible. On ne peut pas confier ça à une seule. Et le plus grave, il n'y avait pas d'appel d'offres. Il n'y a pas eu d'appel d'offres, on ne sait pas le contenu du cahier de charge. Si vous voyez qu'on alerte tout ça, c'est pour que le gouvernement prenne les dispositions pour corriger les dysfonctionnements. Sinon, ce sont les malades même qui vont se révolter un jour à l'hôpital là-bas et ça va être incontenable. Normalement, il y a un code de passation des marchés. Ce code de passation de marché est bien clair. Il est homologué. À l'heure actuelle, toutes les procédures de passation de marché sont homologuées au niveau des régions. Par exemple, la CEDEAO. Il y a comment on appelle? Il y a des directions nationales qui sont chargées des hôpitaux et des établissements de soins, des laboratoires. Il y a une direction de la santé communautaire, il y a une direction de la santé et des grandes épidémies. On met tout ça de côté. C'est Alima même qui va recruter des médecins. Et figurez-vous, le personnel médical est presque découragé parce qu'ils vont recruter des jeunes médecins qui n'ont pas encore l'expérience, qui n'ont aucune qualification pour pouvoir se mettre dans un service infectieux, qui sont déjà, des fois même, j'ai vu même un cas de figure, on recrute un jeune médecin qui vient, ce jeune médecin comment on appelle, de son maître de thèse. Comment voulez-vous que ça marche de la sorte? En matière de médecine, il n'y a pas à dire, c'est en venant là, quand tu fais 6 ans à l'université, tu fais une thèse, tu soutiens cette thèse, tu deviens un médecin généraliste. Lorsque tu as fait cette médecine-là, tu es généraliste. Si tu dois aller faire un stage à l'hôpital, tu n'es qu'un médecin interne. Tu ne peux pas toucher un malade venu de l'extérieur. Ça ressort du médecin titulaire. Lorsque maintenant tu as fait ce truc interne-là, si tu veux aller te spécialiser, tu vas encore, tu te remets à l'école, tu te spécialises. Selon la branche que tu as choisie pour ta spécialisation, ça peut aller de 3 à 5 ans. Mais plus loin, il faut aller maintenant vers des trucs de recherche, faire des publications, faire des recherches, à te publier les résultats pour pouvoir postuler à être professeur agrégé. Alors, il y a plusieurs canaux. Ici, le canal le plus utilisé, c'est le CAMES. Pour aller là-bas, il faut que tu aies un certain nombre de publications, il faut faire des recherches, il y a beaucoup de conditionnalités qui sont liées à ça pour que tu deviennes maintenant un professeur agrégé. Donc, il y a un ratio. Il y a un ratio. Lorsque vous avez un professeur agrégé, il y a un nombre de médecins internes qui doit être à côté de lui pour l'aider à travailler. Lorsque vous avez un médecin, il y a un ratio aussi, le nombre d'infirmiers qui doit être à côté pour travailler avec lui. Quand vous avez aussi l'infirmier, il y a les aides-soignants à côté. Dans les autres pays, même par le port de la blouse que vous portez, on sait si vous êtes médecin titulaire, si vous êtes interne et si vous êtes, comment on appelle, professeur agrégé. Alors, lorsque tout cela n'est pas respecté, on recrute un jeune universitaire qui est fraîchement sorti. On le met
on l'amène au service infectieux à Donka là-bas. C'est lui qui vient supplanter son maître de thèse. Son maître de thèse, celui qui l'a aidé même à être docteur là, et qui a une spécialité en infectiologie depuis déjà 4 ans, 5 ans. En matière de médecine, les règles sont très claires. On peut jouer avec la comptabilité, on peut mettre quelqu'un comme même DAF quelque part, on s'en fout de ça. Mais la santé, c'est la santé. À chaque fois que les gens se trompent ici sur les malades, tu vas à l'hôpital, on ne connaît même pas le statut en général. On te branche un sérum glucosé, tu meurs parce que tu étais diabétique, on ne le sait pas. Vous croyez qu'un vrai médecin va le faire? Vous croyez que celui qui est habitué... La dernière fois, je vais vous dire, c'est pourquoi je vous dis, quand il y a des choses, des fois, on ne le dit pas. Il y a une dame, une dame, elle est tombée malade, elle avait une phlébite. On lui a mis les anticoagulants. On lui a mis les anticoagulants. Monsieur Magas, je n'ai pas dit que celui qui est stagiaire est interne, mais les internes des hôpitaux ne doivent même pas toucher un malade venu de l'extérieur. C'est le médecin titulaire. Eux, ils s'occupent des personnes hospitalisées. Justement, c'est parce que vous pensez que la santé ne doit être gérée que par le personnel de santé que vous vous trompez. On a réussi à stabiliser certaines endémies que lorsqu'on a créé un espace multi-acteurs avec des compétences diversifiées. C'est pas possible. Comment on peut envoyer un SMS à quelqu'un pour dire tu es positif au coronavirus? Pourquoi ne pas créer un service de counseling au niveau de l'hôpital, donc à mettre des assistantes sociales là-bas qui vont déjà parler à la personne et lui expliquer pour que déjà elle ancre, qu'elle ancre dans sa tête qu'elle porte le virus même si elle est asymptomatique, et de prendre maintenant les mesures nécessaires pour pouvoir l'encadrer jusqu'à la soumettre aux soins. C'est pas normal. On ne peut pas dire à une personne comme ça, vous êtes atteinte de telle pathologie de manière désinvolte. C'est très très difficile. Le choc psychique d'abord que vous recevez, ça peut même aggraver votre cas. C'est pas possible. Vous avez vu la queue. J'ai publié que les gens font pour avoir accès au prélèvement. C'est déjà pas normal. La queue qu'on fait déjà pour accéder au prélèvement, c'est un problème. Nous avons fait un monitoring. Le monitoring a consisté à quoi? On a pris un échantillon de personnes qui sont allées se dépister. Entre le jour où on vous fait le prélèvement et le jour où on vous remet vos résultats, il se passe en moyenne 6 jours. Il y en a qui sont 3 jours, 5 jours, 6 jours, 8 jours. Mais quand vous faites la moyenne arithmétique, c'est 6 jours au minimum. Pendant ces 6 jours, on vous envoie un message que vous êtes positif. Mais on vous a abandonné comme ça à la nature. Vous êtes parti, vous êtes en attente. Qui sait ce que vous avez fait à l'époque? Qui sait ce que vous avez fait à l'époque? Qui sait ce que qui vous avez rencontré? C'est pourquoi la chaîne de transmission devient incontrôlable au niveau de la Guinée. Or, pour rompre la chaîne de propagation, il faut circonscrire les personnes qui sont concernées par la contamination. C'est ce qu'on n'arrive pas encore à faire. Une seule organisation ne peut pas gérer la prise en charge des malades pendant qu'il y a des médecins qui sont des fonctionnaires de l'État. Quelle que soit leur mauvaise foi, ils savent que c'est la survie nationale qui est menacée. Ils vont se mettre à la disposition des autorités sanitaires pour travailler. La même organisation est chargée de l'hygiène et le nettoyage de l'hôpital. Les draps sont sales, l'hôpital est sale, les toilettes sont sales. Et vous savez quoi? Ce qu'on appelle les infections nosocomiales, c'est lorsque tu rentres à l'hôpital, tu as un palu, tu sors avec une tuberculose parce que tu as été mal soigné ou tu as été dans des conditions d'hygiène insuffisantes, ça a pu te donner encore une autre maladie. Vous n'avez pas vu, à chaque fois on dit que quand tu rentres au plateau technique, tu ne sors pas. Ce n'est pas le plateau technique qui tue. Ce sont les conditions d'aseptisation qui ne sont pas suffisamment contrôlées. Je quitte chez moi avec tous mes microbes, je rentre au centre là-bas, on me dit viens voir le malade, je viens, je m'arrête devant lui. Mais qu'est-ce que tu as à voir un malade qui est déjà sous assistance respiratoire, qui ne te reconnaît même pas, qui dort? Pourquoi? Si tu as vu le garde-malade, tu as vu la famille proche, abstiens-toi à ça.
ne va pas dire qu'il faut que je voie le malade. Quand vous voyez des personnes, du personnel médical et inexpérimenté, ils portent la blouse, ils quittent le milieu médical, ils sortent aller acheter des cacahuètes dehors, revenir avec la même blouse, rentrer encore à l'hôpital. Alors que, mais vous ne savez pas que l'atmosphère foisonne de microbes, de bactéries et de virus de toutes sortes. Si on ne prend pas les conditions d'hygiène en main, comment on va s'en sortir avec ça? C'est pas possible. La santé est trop importante pour qu'elle ne soit pas confiée uniquement au personnel de santé. Aujourd'hui, nous sommes porteurs de l'observatoire. Nous l'animons. Nous donnons des informations fiables. Lorsque le jour où on a dit que le radiographe de Pita, ça fait 10 ans qu'il est en panne, il n'a jamais été dépanné, il y a quelqu'un du département qui était choqué, qui dit que non, c'est pas possible. Qui dit que non, c'est pas possible. Après, ils ont pris le téléphone, ils ont appelé le directeur préfectoral de l'hôpital et de la santé de Pita. On lui dit depuis combien de temps vous n'avez pas de radiographe? Il dit ça fait plus de 10 ans. Ça aussi c'est un problème. On est parti à Kankan. Il y a une femme qui quitte Sigiri, elle vient à Kankan pour prendre ses ARV. Elle trouve qu'il y avait une rupture dans le centre où elle devait prendre. Normalement, on te redéploie vers un autre centre de prise en charge et c'est gratuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars l'a fait payer 50 000 francs, ce qui est gratuit. La dame nous a informés. On a pris le numéro de l'agent en question, on l'a mis en demeure de payer, de rembourser l'argent. Il a fait Orange Money, il a capté l'écran, il nous a envoyé comme quoi il a remboursé. À Keroane, un malade de tuberculose qui vient, on lui fait payer. L'agent du PNLAT qui était là-bas, qui prenait de l'argent, qui rançonnait les gens. Lorsque nous avons établi les rapports et qu'il s'est avéré que c'est réel, la coordinatrice nationale du PNLAT a pris la décision de licencier l'agent là. Voilà l'importance de l'observatoire. On l'a licencié, il ne travaille plus à l'hôpital là-bas, il ne s'occupe plus de la prise en charge. L'observatoire, c'est ça. Je vais vous publier les numéros de l'observatoire. Si vous avez des problèmes d'accès aux services de santé, si vous avez des problèmes de violation des droits humains sur les maladies stigmatisantes, avec des informations claires, précises et nettes, le lieu, l'endroit, l'heure. Nous avons des fiches d'alerte, nous remontons et c'est pris en compte. Parce que c'est ceux-là qui donnent l'argent au gouvernement pour soigner les Guinéens, à savoir le Fonds mondial, Expertise France, Gavi, JFF, Rollback Malaria et CDC Atlanta, OAS, c'est tout le monde qui dit qu'il faut un dispositif citoyen pour veiller à l'accès correct des citoyens aux services de santé. Voilà ce qui a créé OCAS. OCAS est déroulé dans toute la sous-région. Les observatoires sont devenus maintenant des outils des bailleurs de fonds pour s'assurer de la réalité et de l'effectivité de la gratuité des soins consacrés. Je salue au passage Dr Adiamara Lobari, ma tante, qui a été longtemps la première et pendant longtemps la secrétaire exécutive du CNLS. Elle sait de quoi je parle. Pour qu'on puisse stabiliser la propagation du sida, il a fallu mettre un espace multi-acteurs où il y a les organisations communautaires, les religieux, les organisations de femmes, les organisations de jeunes, le gouvernement, les partenaires. Tout le monde s'est réuni, on a créé des espaces dans lesquels on pouvait se concerter pour expliquer pourquoi il y avait la réticence. Les gens ne croyaient même pas d'abord qu'il y avait ça. Ils ont fini par croire et aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, qu'on arrive à maintenir les gens en vie. Je vous ai dit l'autre fois que les maladies virales n'ont pas de médicaments. Le virus, ce n'est pas un être vivant. C'est une matière inerte qui maintenant qui entre dans l'organisme, fait des mutations, attaque et crée tous les problèmes à l'organisme. Tous les problèmes à l'organisme. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de médicaments contre le sida, mais il y a au moins les ARV, que quand tu les prends, à un moment donné, ton système immunitaire se comporte comme une personne normale et au bout du temps, tu peux ne même pas être contagieux. Mais si tu arrêtes le traitement, ça reprend. C'est un traitement à vie. Comment on peut nous mettre comme ça là, otage de
Halima, otage de Halima, sans appel d'offres. Comment on peut donner des milliards et des milliards à gérer, des milliards et des milliards à gérer, sans un appel d'offres, sans avoir défini les cahiers de charges qu'on publie? Même si à la limite vous voulez leur faire du favoritisme, ayez au moins des documents dans vos archives qui prouvent que vous avez fait un appel d'offres pour qu'au jour de l'audit, on ne soit pas embêté. Regardez à l'heure actuelle, nous on nous donne 23 millions et on donne 400 millions au Sénégal. On nous donne 23 millions, on donne 1 milliard au Nigeria. Vous croyez que c'est fortuit? Vous croyez que c'est fortuit? Les gens renoncent à leurs impôts pour venir nous donner. Ce que je vais demander à tous les Guinéens, en tout cas moi je ne vais pas me décourager. Personne ne va me décourager pour faire ce que je dois faire, pour celui qui en a besoin et au moment où il en a besoin. Je n'ai rien contre personne, mais il faut aller sur des choses, il faut suivre l'orthodoxie. Ça, c'est la maladie. Je ne suis jamais venu ici dire que quelqu'un a détourné un véhicule. Pourtant, je connais. Je ne suis jamais venu ici que quelqu'un a volé de l'argent de l'État et tout. Ce n'est pas mon problème. Mais la santé des Guinéens, ça, c'est un problème de tout le monde. Un problème de tout le monde. Le premier jour le premier rapport que OCAS avait publié, il y avait toutes ces sommités du monde médical que je viens d'énumérer en début de vidéo. Mais lorsque ils ont vu le contenu, il y a un parmi eux qui a dit, mais je ne peux pas comprendre qu'une telle situation se présente au niveau des services de santé et qu'on n'ait pas encore convoqué une réunion de crise. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Il faut un accès équitable, un accès digne aux services de santé. Le droit à la santé est le seul droit qui prime sur le droit à la vie. Au moment de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on aurait dit que tout être humain a droit à la santé. Parce que si tu as longue vie, tu n'es pas bien portant, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? La santé, c'est la chose la plus précieuse que nous disposons. C'est la chose pour laquelle tu peux jeter tous tes biens, tu envoies, tu donnes au médecin pour te soigner. Une seule organisation ne peut pas. Faites un... Il y a beaucoup d'autres organisations ici qui sont spécialisées. Quand vous recrutez Halima, Halima va encore recruter du personnel guinéen. Vous laissez les médecins titulaires à l'hôpital pour aller recruter des jeunes qui n'ont aucune expérience en la matière. On ne peut pas se permettre de faire l'expérience sur les humains. C'est pas possible de dire, c'est avec ça. Si tu veux avoir de l'expérience dans le domaine médical, tu deviens d'abord l'assistant du médecin. Tu lui écris d'abord les ordonnances, au moins que tu maîtrises d'abord le jargon médical. Ensuite, au moment de consulter, il t'approche à côté de pour te montrer comment ça se fait. Jusqu'à ce que vous arriviez maintenant à un niveau où vous avez, comme on dit, acquis l'expérience. Vous retournez encore à l'école si vous voulez vous spécialiser. On ne devient pas infectiologue en sortant de l'université. On ne devient pas cardiologue en sortant de l'université. On ne devient pas nephrologue en sortant de l'université. On ne devient pas... C'est des spécialisations qui demandent entre 3 et 5 ans. Le minimum 3 ans, tu as un CES, certificat d'études spécialisées, ou alors tu vas plus loin, tu fais ces 5 ans. Quand tu quittes là-bas maintenant, tu deviens docteur plein temps, tu peux consulter. Tu commences maintenant à aller vers l'agrégation. Pour ça aussi, il faut que tu aies des publications, que tu aies dirigé des études, des recherches, hein, maître de thèse et autres. Mais ce n'est pas comme ça, on saute comme ça. Hein. Ah non, on ne peut pas faire de l'amateurisme sur les humains parce que une seule bavure médicale, on dit c'est 1% de la population qui a eu la bavure, mais c'est 100% dans la famille où il y a eu le sinistre. Si vous voyez que je suis devenue une activiste sanitaire comme ça, ce n'est pas pour rien. Pendant 3 fois, j'ai été victime de bavures médicales qui pouvaient me coûter la vie. C'est par la grâce de Dieu et parce que j'ai bénéficié d'une prise en charge rapide que je suis là aujourd'hui, je n'ai pas de séquelles. La première fois, on m'a injecté des antibiotiques bêta-lactamine. J'avais comment on appelle, j'avais une allergie, mais qui était méconnue à l'époque. J'ai fait ce qu'on appelle le choc anaphylactique.
Du choc anaphylactique, là, je pouvais mourir. Mais par la grâce de Dieu, on m'a récupéré. La récupération, là aussi, c'était un collège de médecins qui est venu. J'ai dû subir des injections de corticoïdes et de vitamine C pour me relever, pour que je me mette sur les trucs. La deuxième fois, je suis allée, il y a une aide-soignante qui portait une blouse. Je vais au centre de santé, je veux prendre une injection. La personne qui m'a injecté là n'était même pas une aide-soignante. Elle portait seulement la blouse. Elle allait me faire un truc. J'ai eu des problèmes. C'est par la bénédiction de Dieu que je n'ai pas perdu mon nerf sciatique. Et jusqu'à aujourd'hui, je traîne les séquelles là. Dès que j'ai des trucs là, j'ai une inflammation du nerf sciatique. La troisième fois, je suis allée voir un ophtalmologue ici. Et le jour où ça va me prendre encore, je vais le dénoncer, dire son nom. Pour le moment, je ne dis pas son nom. Vous savez, le malade est toujours impatient. Je suis allée à Yansdine, on m'a bien traité, on m'a fait un bon diagnostic et tout. Mais comme le traitement était lent, je suis allée dans une clinique UP. Arrivé là-bas, le médecin me dit qu'il faut me faire une infiltration dans les yeux. Mais au fond, je n'avais pas besoin de cette infiltration-là. Heureusement que j'ai pris conseil. Il y a un autre médecin qui m'a dit que si tu fais ça, tu vas te créer des ennuis. Ça peut te rendre même, te créer trop de faux problèmes. Ne fais pas d'infiltration. Quand je me suis renseignée, ce médecin-là est interdit d'exercice de la médecine en France. Il travaillait à l'hôpital des 15-20. C'est là-bas, même après, quand j'ai mon problème maintenant pour le résoudre, c'est là-bas que je suis allée, à l'hôpital des 15-20 à Paris, là-bas, que j'ai cherché à enquêter. En enquêtant, j'ai compris que c'est un gars qui avait commis une bavure médicale. Il est interdit d'exercice de la médecine en France. Et il est là en Guinée, il opère en toute impunité. Je viens, une fois aussi, j'avais des furoncles, un furoncle ici, là. Je rencontre un médecin interne, c'est pourquoi je vous dis un médecin interne. Je lui dis que bon, j'ai un furon qui m'embête beaucoup, j'ai des courbatures, j'ai de la fièvre et tout. Il commence à me prescrire l'ordonnance. Je dis, monsieur, attention, hein, je suis allergique au bêta-lactamine, donc je n'en prends pas. Il me dit, ok, d'accord. Il écrit quand même l'ordonnance, mais comme j'ai le Vidal à la maison, je suis venu, j'ai regardé le médicament, j'ai cherché le principe actif dans la notice, j'ai ouvert le Vidal, j'ai vu contre-indication, allergie au bêta-lactamine. J'ai pris le Vidal tel qu'il est. J'ai pris l'ordonnance. Je suis retourné voir le médecin. Je lui dis, mais docteur, je vous ai dit que je suis allergique au bêta-lactamine. Pourquoi vous avez insisté quand même à me donner un produit dérivé de bêta-lactamine? Il dit, ah non, je pensais que c'était juste des éruptions cutanées que ça allait vous faire. Je dis, c'est choc anaphylactique. Il a sursauté. Il me dit, vous êtes médecin? Je dis, je ne suis pas médecin. Mais depuis que les bavures médicales m'ont traumatisé, je suis allée étudier la promotion de la santé publique. Je suis allée dans une structure où je me suis fait former la promotion de la santé publique. C'est vrai que je ne suis pas médecin, mais je peux éduquer une personne de comment préserver ta santé et comment éviter des ennuis de santé. S'il vous plaît, il faut que, au niveau du ministère de la Santé, au niveau de l'ANSS, que vous sachiez qu'on ne doit pas donner un marché gré à gré dans une situation pareille sans avoir évalué les capacités d'intervention de l'opérateur auquel vous donnez. Toi, tu vas cuisiner pour donner aux malades. C'est toi qui vas laver leur linge. C'est toi qui vas les prendre en charge. Ça, c'est pas possible. Il faut séparer ça à l'eau et faites un appel d'offres ouvert. Les gens n'ont qu'à compétir. Celui qui gagne là, donnez-lui, il n'a qu'à faire. Ça, il s'agit de nous, de notre santé. Regardez comment le nombre explose. Regardez comment les gens meurent. Je suis persuadée d'une chose, hein. Les personnalités connues, on a su qu'elles sont décédées, paix à leurs âmes. Mais il y a beaucoup d'anonymes qui meurent là, on ne sait pas. On ne sait pas. Aujourd'hui, Alima, le directeur là, il était obligé de parler sur RFI. Mais ce qu'il ne sait pas, moi aussi j'ai la possibilité d'aller parler sur RFI.
Je peux créer une situation qui va faire, on va organiser une émission ici, une émission priorité santé qui va faire intervenir les organisations de la société civile. Je vais venir baver sur lui. Ça, ce n'est pas un problème. Mais moi, je ne suis pas là à faire la guerre à qui que ce soit. Le monsieur qui est là, qui est représentant de Halima ici, il faut qu'il se conforme aux normes et qu'il fournisse un service de qualité. Hier, c'est devant le ministre que les agents ont sorti le petit déjeuner envoyé aux malades. Ils sont allés tout jeter à la poubelle. C'était du pain niatriposa là. Et comment vous pouvez donner à manger à des gens? Nous voyons tous que ce n'est pas des pauvres gens qui sont à l'hôpital là-bas. Vous ne pouvez pas aller leur donner de la nourriture chaude. Mais attendez. Quand les sorties de l'hôpital là vont se constituer en syndicats pour baver sur les structures sanitaires et les autorités sanitaires, ce jour-là, vous allez vous-même comprendre qu'il faut se mettre dans les normes. Encore une fois, j'exhorte tout le monde à se tenir debout pour la lutte contre le coronavirus en Guinée. La seule manière, c'est une prise en charge correcte et des conditions d'accueil, d'orientation des malades. Il faut éviter, regardez comment ils sont entassés devant là-bas. Et quand on finit de te faire le prélèvement, tu rentres chez toi. Tu reçois un SMS à la volée comme ça pour dire tu es positif. Et si tu es cardiaque, tu piques une crise, tu meurs là-bas. Et si entre-temps, depuis que tu as quitté, tu ne fais que contaminer. Ça, ce sont des trucs, c'est comme un feu de brousse sur de l'herbe sèche. Ça file trop vite. La contamination file trop vite. Et figurez-vous que les maladies virales n'ont pas de médicaments. C'est pourquoi on donne des antirétroviraux, c'est-à-dire des médicaments qui empêchent la multiplication du virus, augmentant la charge virale et rendant la personne malade. Encore une fois, merci, merci et merci encore pour votre aimable attention et je vous reviendrai encore très bientôt pour d'autres informations. Merci.